Pierre, en quelques minutes, parce qu'il va falloir être bref à cause du planning, vous avez la possibilité de dire à tous les collègues finalement ce qui se passe vraiment, et surtout vous aurez la charge tous, les uns et les autres ici, de le faire savoir autour de vous, et de faire en sorte que le mouvement que nous avons initié, avec une pétition en ligne que nous allons très largement relayer, se développe encore davantage, parce que ça, je peux vous le promettre, au niveau de l'association des Clionotes, au niveau de notre mouvement, nous allons intervenir auprès des pouvoirs publics, auprès des services du Premier ministre, auprès des services du ministère de l'Éducation nationale, pour que cette situation qui est complètement anormale soit rétablie. Mais Pierre va vous en dire quelques mots pendant quelques minutes. Vraiment, merci. Bonjour à tous. Donc, chers clionautes, chers navigateurs de l'histoire et de la géographie, chers collègues, j'ai été invité ce matin à vous entretenir sur la question de la vie d'une revue, une revue qui s'appelle la documentation photographique. Il s'agit d'une revue que vous connaissez tous. Les numéros récents sont souvent retrouvés bien cornés, utilisés, photocopiés, et tant mieux, c'est la destination de cette revue. Et si d'aventure vous tentez une expédition de spéléologie au fin fond du cabinet d'histoire-géographie, ce qui arrive de temps en temps au mois de juin, entre deux surveillances d'épreuves du baccalauréat, alors vous aurez peut-être l'occasion de découvrir les plus anciens numéros de cette revue. Les plus anciens numéros datent, le plus ancien de 1947. 1947, c'est-à-dire un an après la création de la documentation française. 1946, création par Jean-Louis Crémieux-Briac, historien, je ne vous le présente pas. Cette revue, elle a une ambition intellectuelle qui est de faire le lien, de faire le pont entre le milieu de la recherche, le milieu universitaire et le milieu des enseignants. L'enseignant, souvent, vous voyez, sous les copies du programme et les réunions, et qui s'abreuve finalement, vous le savez très bien, à cette source, qui est une bonne source, ma foi. Une ambition intellectuelle, donc, première chose, mais également une ambition démocratique. Il s'agit de vulgariser la connaissance, de vulgariser le savoir auprès, évidemment, puisque c'est notre premier public, premier destinataire public des professeurs d'histoire-géographie, mais au-delà également auprès d'un public plus large, puisque la revue est diffusée également, vous l'avez peut-être vu dans les gares, si vous êtes passé par Montparnasse ou des autres gares parisiennes, elle est diffusée en kiosque. Donc, une revue qui se diffuse, et donc finalement, quelles sont les nouvelles de la documentation photographique? Si on regarde tout ceci, cette belle histoire finalement, et ce présent plutôt sympathique, et bien la revue va bien. Mais oui, la revue va bien, puisque finalement, elle est diffusée à peu près à 55 000 numéros, 55 000 numéros vendus chaque année. C'est tout à fait respectable. À peu près 30 000 numéros vendus sur abonnement et 25 000 numéros vendus en kiosque, aux numéros, différentes possibilités, différents lieux ciblés. Quand on visite le Louvre, on a un joli numéro de la documentation photographique sur Paris. Quand on visite, donc on essaie de cibler comme ça, et finalement, le grand public est accroché. Les deux objectifs sont atteints, vulgarisation des savoirs, transmission des connaissances. Première chose, donc, la revue va bien, la revue est diffusée, c'est une belle revue de qualité pour finalement relativement peu cher, même pas 12 €. Donc, tout va bien, et pourtant, la revue est sur la sellette, pour une raison assez difficilement explicable, en tout cas qu'on a eu du mal à comprendre. Il semble que cette revue traite de sujets beaucoup trop anciens pour intéresser une administration qui est tournée sur la prospective, qui est tournée de plus en plus sur l'immédiat, sur l'ici et maintenant, sur le regard occidentalo-centré. Comme si finalement ces revues sur le néolithique, sur Athènes au 5e siècle, la démocratie, sur les villes au Moyen-Âge, ne nous apprenaient pas et ne nous disaient rien finalement du présent. C'est assez difficile à comprendre, en tout cas pour un historien, mais c'est ce que nous nous sommes vus expliquer par le directeur de ce que l'on appelle aujourd'hui non plus la documentation française, mais la DILA. C'est la même chose, mais un nouveau cycle pour faire plus moderne. En tout cas, cette revue n'est pas la seule à subir ce sort. La revue Problèmes économiques, très vendue à la documentation française, a subi le même sort, fermée. La collection Réflexe Europe, qui publiait un certain nombre de textes intéressants permettant une réflexion sur la question européenne, cette collection est également fermée. Donc l'idée, c'est de recentrer cette maison, cette grande maison, cette belle maison de la documentation française, sur des missions qui sont purement basées sur l'ici et maintenant, au service d'une administration. On met fin finalement à cette collaboration qu'il y avait entre l'ambition
de diffusion, et de l'autre côté, ambition pédagogique, en disant que finalement l'administration n'en avait pas grand-chose à faire. Eh bien, ça nous a inquiété à ce point que l'ensemble du comité éditorial a démissionné, enfin que l'ensemble du comité éditorial venant ici, représentant les enseignants, en tout cas, a démissionné. Et ce comité éditorial s'est dit que cette démission ne pouvait pas rester entre les quatre murs, d'ailleurs très joli puisqu'il s'agit du Salon Doré, sur le quai Voltaire, la documentation française. Nous voulions le faire savoir. Nous l'avons fait savoir en publiant une tribune au mois d'avril dans le journal Le Monde. Et pour aller encore au-delà, nous avons lancé une pétition que je vous invite très largement à relayer auprès de vos collègues. On remercie évidemment vivement les clionautes qui ont été parmi les premiers, immédiatement à relayer la pétition. La pétition que vous trouvez sur change.org. Pour l'instant, on a, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais on a entre 2500 et 5000 signatures. Voilà, l'idée c'est d'essayer d'amorcer quelque chose qui soit un mouvement qui prenne de l'ampleur. Nous avons de mémoire 25 000, 30 000 collègues en histoire et géographie. Si on pouvait obtenir une proportion significative voilà, ça pourrait peser et ça pourrait nous aider à négocier, soit pour que la documentation française revoie sa position, soit éventuellement pour trouver un nouvel éditeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que je vais terminer parce que sinon je vais embêter tout le monde. En ne tenant pas le timing, je vous remercie de votre attention. Voilà, donc je suis heureuse et ravie d'être là, donc membre du comité éditorial des Clionautes, et je vous salue tous. Je suis ravie de présenter Yvan Gastaud, professeur d'histoire contemporaine, et en même temps donc, enseignant à l'université de Sophia Antipolis de Nice et au staff de Nice, donc l'université du sport, ce qui a amené Yvan à développer deux spécialités. D'abord sa spécialité première, qui est celle de l'histoire de l'immigration et de ses représentations. Yvan collabore régulièrement avec Benjamin Stora, et justement là tu préciseras, j'ai participé à la création de la cité de l'immigration à Paris. Ensuite, du fait de ton enseignement au staff à l'université de sport de Nice, tu travailles régulièrement avec M. Vigarello, et ça t'a amené donc à travailler sur l'histoire du sport, mais en même temps surtout sur toujours ce thème des représentations et de l'intégration par l'intermédiaire de ces jeux. Voilà, je vous laisse la conférence et merci à toi. Merci beaucoup. Je remercie mes amis, Annie et Georges et Nicolas. Donc, ils m'ont emmené dans leur bagage ici jusqu'à vous, mais ça me permet et ça me donne l'occasion de mettre des visages sur des noms, puisque je connaissais bien sûr un certain nombre d'entre vous par le biais du site des Clionautes. Donc voilà. Et puis, je voulais saluer aussi Bruno Modica, puisque peut-être le sait-il, Béziers est monté en Ligue 2 hier soir. C'est important de le dire. Alors, je sais peut-être que c'est toujours amateur de rugby, je ne sais pas trop, j'imagine, on n'a pas trop discuté. Mais quand même, j'ai vu que Béziers arrive en Ligue 2 et c'est déjà quelque chose d'extrêmement important que cette nouvelle-là. Voilà, donc on pourra en discuter. Donc mon ambition, merci aussi de me donner la parole pour parler du football, bien que c'est la fête des 20 ans, donc c'est aussi la fête du football. Cette année, c'est la fête du football puisque c'est l'année de la Coupe du Monde. Donc le football me semble être, et le sport en général, un objet d'histoire aujourd'hui acquis. Donc je ne vais pas faire ce couplet de la nécessité d'intégrer le sport et le football dans les recherches en géographie et en histoire. C'est désormais depuis peut-être 20 ans, depuis que les Clionautes existent, une réalité qui n'a plus besoin d'être mise en avant. Donc je ne ferai pas ça. En revanche, je considérerai effectivement que mon ambition, Annie vient de le dire très clairement, c'est d'utiliser le sport en général et le football en particulier comme une manière d'analyser les sociétés, la société, les différents groupes humains. Donc là, on aura un point commun avec Christian Gratalou, mais les questionner, tu l'as dit Annie, sur la thématique qui est la mienne au départ, puisque quand j'ai fait ma thèse, je n'ai pas dit un mot sur le football, mais justement,
le football a pris, chemin faisant, dans mon parcours, une importance capitale, parce qu'il a pris une importance capitale dans la société française au même moment. Et donc, d'une certaine façon, quand j'ai commencé à travailler, le football était une sorte de portion congrue, et puis au final, ce sport est devenu partie prenante, ce qu'un spécialiste a appelé la bagatelle la plus importante du monde, en quelque sorte. Donc voilà comment est-ce qu'un objet qui semble futile, lointain, peut devenir central. Et je vous rappellerai simplement quelques éléments récents. Les Jeux Olympiques d'hiver qui ont permis, à travers les Jeux Olympiques donc de Corée du Sud, de rapprocher la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors vous n'allez pas dire que tout est né de ce qui s'est passé en Corée, mais que c'est un élément qui nous ramène à ce qu'on avait appelé en 1971 la diplomatie du ping-pong, lorsque effectivement on avait préparé la rencontre Nixon-Mao à travers des rencontres de tennis de table qui avaient lancé un petit peu le processus de réchauffement des relations diplomatiques. On se rappelle aussi qu'il y a eu des matchs électriques qui ont pu à certains moments provoquer des césures. Je pense dans l'ex-Yougoslavie, des rencontres entre équipes croates et équipes serbes qui avaient quelque part cristallisé des violences qui ont annoncé la fin de l'ex-Yougoslavie, ou au contraire, des rencontres qui ont plutôt permis de rapprocher les nations. Je pense à un Turquie-Arménie qui avait permis dans les éliminatoires de faire s'asseoir côte à côte les autorités turques et les autorités arméniennes, ce qui à un moment, au début des années 2000, était quelque chose d'assez compliqué. Donc je ne vais pas revenir sur ces sujets-là, mais voilà, comment est-ce que le sport fait partie de cette fameuse diplomatie culturelle, soft power, qui ne faiblit pas, bien au contraire. Alors mon intérêt, c'est effectivement l'utilisation d'un sport qui en soi déjà est un sport de la diversité, est un sport interculturel et est un sport qui renvoie aussi à des processus de mondialisation et universelle. Un premier point qui pourrait être étudié, je ne le ferai que de manière très rapide, c'est la querelle des origines, d'une certaine manière, et qui déjà renvoie à une identité du football. On a souvent considéré que l'origine du football était britannique, ce qui est vrai d'une certaine manière. Lorsqu'on s'intéresse à l'époque contemporaine, on va développer l'idée du football britannique qui s'est lancé, qui s'est marqué d'une manière très importante à partir des années 1820-1830 et qui fait que dans ce monde moderne, capitaliste, l'Angleterre a la prépondérance, bien sûr, et garde cette forme de prépondérance avec une mondialisation, une européanisation, puis une mondialisation qui s'opère au fil du temps. Mais la contestation de ces origines se fait par les Italiens, qui considèrent que le calcio est un sport qui leur revient d'une certaine manière. Et le calcio, n'oubliez pas que lorsqu'on commente les matchs en France, on dit penalty, on dit corner, on emploie des termes britanniques. Et les Italiens ont résisté à ça, puisque quand ils parlent de penalty, ils disent calcio de rigore, calcio d'angolo, et donc il y a une italianisation restée du football italien qui considère qu'à la Renaissance, quand on joue au calcio, on était beaucoup plus distingué que ces brutes d'anglais qui, eux, pratiquaient un football de délinquants, sans grande grâce, etc. Et donc, il y a ces deux origines qui, quelque part, ont contesté l'une l'autre les prépondérances. Et puis aujourd'hui, les Chinois sont revenus aussi sur le devant de la scène, considérant qu'eux-mêmes avaient très tôt lancé un processus de jeu de balles, et on peut penser notamment au Kuzhou, je ne sais pas si je prononce bien, le Kuzhou qui nous ramène à ce que disait aussi, c'est un des points communs avec Christian Grattalou, la dynastie Han qui aurait développé un football extrêmement élaboré. Vous avez en Chine, à l'INSI, un musée du football qui s'est lancé il y a quelques années. Et on voit les Chinois vouloir aussi entrer dans le jeu de la concurrence des origines. Je n'en dis pas plus parce que, effectivement, ça nous ramène à ce football déjà marqué par ces formes de diversité qui permettent de l'analyser différemment. La dimension interculturelle du football est aussi une dimension qui nous amène à constamment osciller dans ce qui fait aussi le sport, c'est-à-dire la versatilité. D'une certaine manière, dans le sport et dans le football, il y a dans ces gènes, dans ces fondements, une dimension de rapprochement des peuples, une dimension antiraciste, on pourrait dire. D'ailleurs, Jules Rimet, un des grands fondateurs de la Coupe du Monde, qui a été président de la FIFA, français, président de la FIFA pendant plusieurs décennies, avait, à la fin de ses mandats, en 1954, publié un opuscule d'une vingtaine de pages qui s'intitulait « Le football
rapprochement entre les peuples, facteur de rapprochement entre les peuples, en montrant que, oui, son action à la FIFA avait permis de faire en sorte que par la confrontation footballistique, les populations puissent se rencontrer. Et cet opuscule a servi de fer de lance à une politique de la FIFA qui s'est fondée, surtout d'une manière un peu comme ça, de façade, comme une politique qui se veut de bon ton, qui se veut une œuvre internationale de facilitation des relations entre les peuples, les nations. Et Rimet a lancé cela. Ces dernières années, si vous regardez des matchs de football, vous voyez dans les stades, dans les enceintes, beaucoup de signes qui montrent que la FIFA essaie d'œuvrer par le haut dans ce qu'on pourrait appeler un antiracisme mondialisé. Stop au racisme, stop to racisme. Dans les stades, on essaie de faire en sorte que les comportements officiels soient des comportements qui vont essayer d'exclure tout ce qui peut être des formes de racisme. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant à analyser dans le football, c'est que si on a une distorsion qui va vers cette idée d'un football antiraciste dans ses gènes, on a en même temps, parfois de manière extrêmement simultanée, le développement de bouffées de xénophobie, de bouffées de racisme, qui sont parfois dans les mêmes attitudes. On peut à un moment donné applaudir des comportements antiracistes et 5 minutes après crier des insultes racistes contre un joueur. Et ça, c'est aussi une forme de contradiction qui mérite d'être questionnée parce qu'elle met en scène nos propres contradictions. Et le football les révèle parfois de manière boursouflée, de manière extrêmement un peu artificielle, mais c'est assez intéressant puisque, bien entendu, le football développe aussi des formes de racisme sur le terrain, entre joueurs. Dans les archives, on a des traces, dans les rapports de match, de violences entre joueurs, d'insultes entre joueurs, racistes, à différentes époques. Mais bien sûr, dans les tribunes, encore plus, caisse de résonance magnifique, on pourrait dire, et intéressante, des tensions qui peuvent exister autour du supporterisme, et puis aussi, bien entendu, dans les médias, et aujourd'hui, la question interculturelle, la question identitaire autour du football suscite des mobilisations sur les plateformes, sur les réseaux sociaux extrêmement importantes qu'il faut évidemment prendre en considération pour étudier tout cela. Et par exemple, l'acte des jets de bananes dans les années 1980 était un acte de supporters qui n'était pas rare. Aujourd'hui, c'est puni, globalement, mais à un moment donné, le jet de banane signifiait effectivement une sorte d'opposition dont le racisme est effectivement un élément évident. Donc, pour ces raisons-là, le rapport à la diversité, le rapport au racisme et à l'antiracisme sont des rapports tout à fait importants. Et du coup, pour ne pas perdre trop de temps et rester dans le temps qui m'est imparti, dire un mot, enfin plus qu'un mot, essayer de considérer que dans l'analyse du football en France, l'importance, la date importante, c'est finalement la date de création des Clionotes, c'est 1998. Et c'est pour ça peut-être que je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a une concomitance qui ne vous aura pas échappé, puisque 1998 est une date commémorative, on le fait aujourd'hui, on va le faire bientôt pour l'équipe de France. C'est la date, c'est l'année durant laquelle, au cours de laquelle la France a remporté pour la première fois cette première étoile, c'est-à-dire la victoire ici à Paris, à la Coupe du Monde de 1998. On peut penser que c'est une victoire pour l'instant unique. Est-ce qu'elle sera complétée d'une seconde étoile au mois de juin? On peut l'espérer, on peut le souhaiter, on peut l'envisager, mais c'est très difficile, vous avez vu, d'obtenir ces étoiles. Et à mon sens, 1998, on pourra poser la question à Jean-Noël Jeannet, me semble être un événement historique à part entière. On pourrait débattre, mais je vais défendre ma paroisse, si vous me le permettez. L'idée que peut-être on pourrait essayer de faire un sondage pour voir si effectivement déjà la plupart d'entre vous savent où ils étaient ce 12 juillet 1998. Voilà, avec, même s'ils n'étaient pas des amateurs de football, même s'ils n'étaient pas des passionnés de football, la caisse de résonance sociale a permis de considérer cette journée comme une journée un peu exceptionnelle, justement parce qu'elle a marqué son temps, elle a marqué son époque, et beaucoup, alors je n'affirme pas que c'est un événement historique, mais je mets la question en débat, et justement ça pose le sujet suivant de considérer qu'un événement sportif peut devenir un événement historique à part entière, à savoir une fête nationale, une fête qui va concerner l'ensemble du pays, mais aussi une extrême grande majorité des intellectuels qui vont également se ranger derrière cette fête nationale, et une fête nationale qui va être la fête de l'interculturel. Je dirais presque même, entre guillemets, la fête du métissage, du mélange, et la fête de l'intégration.
Et du coup, comme j'ai quand même quelques images à montrer, je vais vous remettre dans l'ambiance, dans le bal de 1998, avec 2 reportages qui sont tournés au lendemain de cet épisode. Alors un épisode qui a provoqué 3 jours de fête. La victoire du soir du 12 juillet, qui a été une explosion de joie, et on a souvent fait la comparaison en disant c'est les premières aussi intensives manifestations de joie et de bonheur depuis la Libération. On a toujours fait comparaison avec la Libération, comme si un match de football pouvait provoquer une joie aussi intense qu'une joie de sortie-guerre. Hein, vous voyez, donc c'est assez démesuré comme situation, et il faut la mettre en réflexion. Et d'autre part, couplé avec la tournée de ce bus dans un Paris aggloméré, le 13 juillet, et la garden party que Jacques Chirac offre aux footballeurs, héros du 14 juillet, donc 2 jours plus tard. Donc on a 3 jours de fête, et on a une France qui va être nager dans une sorte de bonheur interculturel. Rares sont les intellectuels qui ne participent pas à cette fête. Je ne citerai pas de nom parce que je n'ai pas le temps, mais il y a là des choses à comparer avec aujourd'hui. Alors voilà un premier reportage où vous avez Rachid Arabe, journaliste à l'époque du journal télévisé, qui, à 13h le lendemain du 12 juillet, eh bien, nous donne un peu l'ambiance de la nuit qui a marqué la France. Et en début de cette édition spéciale, 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées la nuit dernière à Paris. On n'avait jamais vu ça. Le plus simple pour le résumer, c'est de parler d'une marée bleu, blanc, rouge. Commentaire Olivier Caroff. Du jamais vu depuis bientôt un demi. Alors vous avez ce fameux Zidane président sur l'Arc de Triomphe, voilà, donc ça c'est resté comme une image, vous voyez, qui est très furtive dans le reportage. Et juste cette petite anecdote, Alexis Corbière de France Insoumise a publié, pour parler sur un tweet, je ne sais pas si vous avez entendu ça ces derniers jours, a publié un tweet en voulant montrer la manifestation de la fête à Macron. Il s'est trompé, il a montré une image de France 98. Et je vous avoue, quand j'ai vu la masse humaine, je me suis dit, tout ça contre Macron, en fait. Donc c'est vrai, 98, il s'est trompé, acte manqué, vous voyez. Paris qui exulte, Paris qui tient ses libérateurs, 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées, une nuit blanche pour voir la vie en bleu. Et dans cette marée humaine, un déferlement de bonheur, l'écume d'un rêve qui enfin s'est réalisé. C'est de la pure folie là. Je connais pas tout mon temps, tout mon réseau. Et pour tout le monde, les mêmes héros, cette équipe de France où chacun peut trouver son idole. Tu veux pas que nous, il est de Pétain et Algérie. On est très contents d'être venus ici en France pour supporter l'équipe de France. Et pour tous, la même bannière tricolore. Juste plus tôt ce matin, l'esprit unique de cette Coupe du Monde a coulé dans les artères de la capitale. Voilà, donc ça donne un peu l'envers. Alors il y a eu effectivement profusion de ce type d'images, et on voit poindre évidemment un élément sur lequel je veux pointer ma réflexion, c'est sur la dimension interculturelle, puisque c'est la nuit bleu, blanc, rouge, mais ce sera bientôt la nuit black, blanc, beurre, avec ce slogan qui naît à cette occasion. Et ce slogan, il naît notamment dans les médias. Regardez le lendemain, dans un autre reportage de France 3, Île-de-France, tout de suite le ton est donné de supporters français qui ont effectivement une attitude particulière, une origine particulière. Ils sont issus de l'immigration. Les caméras de France 3 Île-de-France sont allées au franc-voisin dans une famille qui va supporter l'équipe de France, mais qui néanmoins est issue de l'immigration. Et ça, c'est un élément qui va jouer beaucoup dans ce cadre-là. Hier, on n'a pas fait seulement la fête dans la capitale, mais partout en Île-de-France. Tout le monde a communié dans la même fièvre et dans la même passion pour le football, pour l'équipe de France et pour la victoire. Marianne Buisson et Emmanuel Hunzinger ont passé la soirée avec quelques supporters dans la cité des Francs-Voisins à Saint-Denis. Reportage. Hier soir, c'était soirée foot au bâtiment 5 des Francs-Voisins. Pour l'occasion, Coca a invité ses copines et quelques voisines. Les garçons étaient les bienvenus, mais ce soir, ils sont en minorité. Côté gauche, Lizarazu. Alors ce qui est intéressant, je me permets de couper, c'est que vous avez donc 2 choses qui surprennent.
On va au Franc-Moisin, ce sont des personnes qui, visiblement pour celui qui regarde ça sans avoir d'éléments issus de l'immigration, hein, et aussi des femmes. Voilà des éléments qui montrent un élément nouveau, hein, par rapport aux supporters de football classique. Je n'ai rien contre les Lesbiennes, mais ils ont déjà goûté la joie de la Coupe du Monde. Alors moi, j'aimerais bien que les autres goûtent un petit peu aussi la joie. Ce sera donc une finale entre filles. Attention, c'est parti pour l'ambiance. Bon, j'ai pas trop le temps, donc je ne veux pas laisser le reportage jusqu'à la fin, malheureusement. On pourrait se laisser séduire hein, par tous ces reportages. Voilà, donc je crois que ce reportage est extrêmement emblématique du discours qui est développé médiatiquement et qui quelque part correspond à une forme d'aspiration. C'est à la fois voilà, un public beaucoup plus large, ces fameuses soirées télévisées qui viennent s'ajouter aux grandes manifestations, où des femmes, des jeunes enfants issus de l'immigration sont derrière l'équipe de France avec les fameux you-you, qui par ailleurs plus tard ont été reprochés d'une certaine manière, parmi ceux qui ont supporté l'Algérie. Alors, quelque part, ce qui se passe en 98, c'est une fête à la fois préparée et spontanée. Pourquoi? Parce qu'elle est préparée, cette fête, tout simplement parce que, pour la France, 98, il y a une préparation, plusieurs années auparavant, d'un événement qu'on veut essayer de faire, d'organiser à l'aune de l'interculturel, de la mondialité, de la mondialisation, de l'universalité. Le slogan, c'est Paris 98, France 98, la France se met à l'universel. Avec cette volonté déjà d'installer un Stade de France à Saint-Denis, la dimension liée au, entre guillemets, banlieue est une dimension qui est déjà nette au début des années 1990. L'idée que cette Coupe du Monde de fin de siècle soit un moment festif à l'aune, encore une fois, de cette valeur de diversité. Et cette valeur, par exemple, elle est mise en avant lorsque, avant la compétition, les fameux 4 géants, c'est extrêmement ambigu, cette discussion là autour des 4 géants, c'est-à-dire ces 4 robots qui se sont mis en route dans le Paris pour se réunir, hein, qui quelque part étaient un peu racialisés, hein, puisqu'il y avait l'asiatique, l'africain et l'américain, voilà, et donc on a un peu critiqué cette fête-là, mais il y avait une vocation comme ça qui était celle de la mise en scène, de l'universalité dans ce contexte-là. Donc ça, c'était une forme de préparation. Puis la spontanéité, c'est la victoire qui était espérée. Mais rappelez-vous, pour ceux qui sont là des amateurs de football, jusqu'au dernier moment, la France est critiquée, éméjaquée et brocardée. On considère que les Français ne sont pas au niveau, qu'ils vont se faire éliminer. Et c'est un peu un miracle s'ils arrivent au bout, puisqu'ils se qualifient contre les Italiens au pénalty en quart de finale. Enfin bon, ils arrivent au bout, mais c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Et cette fragilité nous renvoie effectivement aussi aux uchronies. Que se serait-il passé si la France n'avait pas gagné? Est-ce que cette fête, elle n'aurait pas existé? Alors comment se serait-elle peut-être manifestée d'une autre manière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, arriver au bout, c'est aussi le fruit d'une sorte de spontanéité, d'inattendu. Et c'est au moment effectivement où la victoire est acquise que les discours vont se libérer. C'est intéressant de voir le caractère extrêmement différent entre les suspicions, les inquiétudes, les angoisses, les critiques très fortes jusqu'à la demi-finale vis-à-vis de cette équipe qui n'est pas brillante et l'explosion de joie qui fait tout oublier entre la demi-finale renversante puisque la France était menée puis arrive à reprendre l'avantage et finalement la finale où la France brille effectivement dans ce contexte-là. Alors, ce temps de 98 me semble être le point de départ d'une histoire de France à travers le football. D'une histoire de la France et de ses minorités et de ses diversités, puisque, me semble-t-il, nous sommes encore dans cette séquence historique depuis 1998 où l'équipe des Bleus s'écrit à l'aune des questions liées à, je dirais, largement l'immigration. Alors, il faudrait beaucoup plus de temps, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais de voir quels sont les épisodes qui vont suivre, et qui sont des épisodes, peut-être une page va être encore à écrire cette année en juin, en juillet. Mais ce qui est intéressant de le dire ici, c'est que ces épisodes sont des épisodes justement qui ont le même axe de réflexion, mais qui n'ont absolument pas la même teneur. Parfois c'est une histoire de l'effervescence, de la joie, du bonheur, et parfois c'est une histoire de la critique, de la violence, voire du racisme. Hein. Et quelques balises rapidement, mais cette histoire née en 98, elle commence par cet événement heureux, elle continue par un autre événement heureux, puisque la France remporte l'Euro en 2000, mais tout de suite, il y a une sorte d'envers du décor qui immédiatement apparaît. Et je pense notamment
à ce fameux match France-Algérie en 2001, qui était un match amical. Et un match amical qui va en 2001, peu de temps, quelques jours après les attentats du 11 septembre, avait été un match programmé par la ministre des Sports de l'époque, Madame Buffet, qui avait, avec les autorités algériennes, proposé un match de la réconciliation entre les deux nations qui ne s'étaient pas rencontrées dans deux équipes A depuis la guerre d'Algérie. Donc on a présenté ce match en préfiguration de l'année de l'Algérie en 2003 comme le match de la réconciliation, avec au cœur du sujet, au cœur du débat en quelque sorte, eh bien, celui qui représentait cet entre-deux, c'est-à-dire Zinedine Zidane. Et Zinedine Zidane en 2001, eh bien, c'est une vedette absolue, mais une vedette française. Une vedette française dont on va questionner à cette occasion les origines algériennes. Et il y a une chose qui va se poser avec le football, c'est l'incapacité, je le dis brutalement, ça devrait être un peu nuancé, mais cette difficulté à penser l'entre-deux. C'est-à-dire ces joueurs qui sont issus d'une nation dont les parents sont les tenants et qui doivent choisir entre la France et une autre nation de football. Je pense notamment récemment à l'affaire Fekir, Nabil Fekir, le Lyonnais, qui avait le choix entre la France et l'Algérie. Et il y a eu tout un débat pour savoir est-ce que Fekir doit choisir l'Algérie, est-ce qu'il doit choisir la France. Et s'il choisit l'Algérie, ça veut dire qu'il n'est pas français. Et donc il y a eu ce débat. Et Zidane a inauguré ce sujet lorsqu'en 2001, vedette au Real de Madrid, il rencontre l'équipe d'Algérie, et bien entendu, on se pose la question de savoir où va le cœur de Zidane. Et on se pose aussi la question de savoir si Zidane est bien français, parce qu'il sera critiqué pour les propos qu'il va tenir. Voici la teneur de ses propos quelques jours avant le match, lorsque les journalistes le questionnent sur ses liens avec l'Algérie. Bonsoir, merci d'être avec nous aujourd'hui à Paris, changement de décor. Le meneur de jeu de l'équipe de France s'apprête à discuter, vous savez, l'un des matchs les plus émouvants de sa carrière. Zidane va jouer contre l'Algérie, son pays d'origine, avec un gros pincement au cœur. Eric Berg. À l'évidence, Zidane est bien plus qu'un simple footballeur. Son talent sans frontières en a fait un ambassadeur des deux côtés de la Méditerranée. Enfant de France et d'Algérie, pays champion du monde et pays de ses racines, alors France-Algérie, un choix impossible. Les gens que je rencontre un petit peu dans la rue, qui soient justement d'origine algérienne, me disent d'aller doucement samedi, pour aller... Et de toute façon, comme je l'ai dit, même si ça ne plaira pas à Roger Le Maire, s'il y a bien un match... un jour qu'on doit faire un match nul, je crois que si j'ai à choisir, ce sera bien celui-là. Tagmoud, en Kabylie, au cœur de la chaîne de montagne des Babors. Tagmoud, village d'origine de la famille Zidane. C'est là que petit, il venait en vacances, c'est là que vivent ses cousins. Un village gagné par le chômage et la pauvreté qui espère beaucoup des retombées de sa star. Il n'a pas fait quelque chose pour son village Pélébo, quelque chose de grand. Et il a envoyé des vêtements. C'est mon point qui les a distribués. Zinedine n'a pas oublié Tagmoud, mais aujourd'hui, par modestie, il refuse d'évoquer l'aide matérielle qu'il apporte aux habitants. La seule pression que j'ai à ce moment, c'est de parler avec vous de ce match-là. Après, je vais aller tranquillement dans la chambre, et puis je vais penser d'abord à me reposer, à me soigner, et puis à préparer ce match. France-Algérie, et si Zizou ne jouait pas la rencontre? Une élongation contractée hier lui fait craindre le pire, même si... Il faut au moins que je sois sur la pelouse, parce que le papa et la maman aimeraient voir ça, mais au moins un petit peu de temps. Voilà, alors Zidane sera brocardé, sera attaqué, sera un peu vilipendé pour avoir dit qu'il souhaiterait presque un match nul, et que certains ont dit qu'il n'a qu'à jouer une mi-temps avec l'équipe de France, une mi-temps avec l'équipe d'Algérie, ce qui aurait été... Vous remarquez que Zidane, il n'était pas comme il est aujourd'hui, comme nous, c'est-à-dire il avait des cheveux à l'époque. Vous voyez, en 2001, effectivement. Voilà, et donc il y a là une sorte de mise en scène de cette problématique qui va naître. Alors, ça n'était pas un problème en 1998, Black Blamber, les drapeaux algériens, les drapeaux français, tout le monde ensemble. Mais en 2001, lorsqu'il y a ce France-Algérie, plusieurs éléments surprenants. Plusieurs éléments qui vont surgir dans l'espace public et qui vont provoquer une mise en problème de ce sujet avec donc la position de Zidane, ça on va dire c'est un peu médiatique, mais le deuxième élément c'est lorsque ce match est organisé, donc on a beaucoup discuté pour savoir si après les attentats du 11 septembre il fallait le tenir, ce match, 3 semaines, donc un dispositif de sécurité irréprochable a priori, avec une tension extrême et tout le monde mobilisé. Et pourtant, lorsque ce match va se dérouler, plusieurs éléments qui vont apparaître. D'abord, pour la première fois, la Marseillaise huée, sifflée dans le Stade de France.
ce qui va évidemment provoquer des réactions très fortes. Alors on pensait au match de la réconciliation, on se rend compte que dans les tribunes, sur 80 000 spectateurs du Stade de France, une bonne partie se met à siffler la Marseillaise, ce qui va tout de suite provoquer une sorte de tension extrêmement forte. Et puis deuxième élément tout à fait unique et original, c'est que ce match n'ira pas à son terme. Pourquoi? Parce que la France étant trop sportivement au-dessus de l'Algérie, il reste un quart d'heure à jouer, à la 75e minute de jeu, la France mène 4 buts à 1, et à ce moment-là, quelques supporters, enfin quelques spectateurs parviennent à déjouer l'attention des stadiers et pénètrent sur le stade, et le match sera interrompu avec on va parler, on ne dit pas invasion du terrain, mais on va dire envahissement du terrain, et le match se termine dans la confusion la plus totale, sans aucune violence, sans aucune victime, mais une confusion extrêmement forte. Je n'ai pas le temps de montrer les images, hein, on pourrait le faire une autre fois, mais effectivement, voilà, à cette occasion, quelque chose qui va marquer les esprits dans un négatif de 98. C'est-à-dire que ce qui a été totalement dans la distorsion en 98, dans le positif, dans l'interculturel positivé, on sera là dans quelque chose qui va provoquer un malaise français dont les conséquences vont continuer. Par exemple, 2010, l'affaire de Naïsna, elle est entre guillemets racaille, enfants gâtés qui ne respectent pas le maillot et qui ont des piètres résultats. C'est aussi l'affaire Benzema, dont on n'est pas encore sorti, le cas Benzema, qui a été un documentaire très très suivi sur Canal+. Pourquoi Benzema n'est-il pas en équipe de France? Parce que le sélectionneur est raciste, dit-on. Vous voyez, ça prend des proportions totalement folles. Accuser Didier Deschamps de racisme, on est là dans quelque chose qui montre que le thème est un thème dont on s'empare pour essayer de résoudre des problèmes. Et ce sujet est un sujet extrêmement important, et donc du coup, 98 a été ce moment de fête nationale, de fête commune, de fête interculturelle, mais les conséquences de ce 98 sont des conséquences très mitigées, on pourrait dire, par rapport à ça, et on n'est pas encore sorti de cet épisode. Alors peut-être qu'on pourrait se dire, si la France gagne la Coupe du Monde, eh bien on retrouvera une forme de 98, et puis si la France est éliminée lamentablement, peut-être que les choses vont se passer autrement. Je rappelle que le début de cette histoire provient quand même d'un propos de Jean-Marie Le Pen en 1996, lorsque la France n'est pas encore champion du monde et qu'elle est en bonne position en demi-finale de l'Euro 96 en Angleterre, lorsque celui-ci dit devant les médias que cette équipe de France ne représente pas la France parce qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes, pour le dire de manière rapidement, mais c'était exactement ça, et ça a provoqué une forme de réaction dans la classe politique, et l'intérêt autour du sujet ne sera jamais démenti. Mais, et je terminerai là-dessus, sur ce dernier point que je voudrais aborder, c'est le fait que, oui, bien sûr, 98 est un point de départ, oui, bien sûr, cette histoire est née à la fin des années 90, mais les historiens ont aussi vocation à travailler sur un temps plus long. Et il me semble que revenir sur des périodes plus anciennes pour montrer cette diversité d'équipes de France est quelque chose qui est de nature peut-être à rééquilibrer les choses. Parce que si on s'intéresse, en faisant évidemment œuvre de contextualisation à différents acteurs des Bleus avant cette équipe de France, on y voit des formes de diversité extrêmement riches. Peu de temps pour le dire, mais bien entendu la génération Platini. Platini d'origine italienne, meneur de jeu de l'équipe de France, né à Jeuf dans le bassin lorrain, représentant une forme d'immigration italienne extrêmement forte. Et lorsque Platini, alors lui son trouble, il ne vient pas de l'équipe nationale, mais il va aller jouer à la Juventus de Turin. Et quand il va repartir, entre guillemets, repartir selon des propos liés au fait qu'il repartirait au pays d'origine comme Zidane, repartirait dans cette Algérie qu'il ne connaît finalement que très peu, eh bien la tension, les émotions s'expriment très fortement autour de sa famille, autour de lui, dans ce contexte-là. Bien entendu, la génération Coppa, l'époque où Raymond Coppa devient une star mondiale du football à la fin des années 50, passant du Stade de Reims jusqu'au Real de Madrid, devenant cette perle du football mondial et européen, lui qui est né à Neu-les-Mines, qui est né dans le bassin houillé, qui a perdu un doigt à la mine. Et j'aurais juste montré cette image qui me semble tout à fait intéressante de Coppa, interrogé par 5 colonnes à la une, je crois, si je ne m'abuse, où vous voyez effectivement ce doigt mis en valeur comme une sorte de trophée de guerre, on pourrait dire, dans cette émission. Alors, je ne montre pas le son, juste, mais simplement, voilà, lorsqu'il parle aux journalistes, vous voyez Coppa, ici, avec... je vais enlever cette... Pardon. Ah, ça a bougé.
Enfin, vous voyez qu'ici, là, voilà, j'ai montré le doigt qui est apparent, hein, je ne veux pas perdre de temps dans la manipulation, mais c'est assez intéressant de voir cette présence, et bien sûr, Kopa d'origine polonaise, issue de famille polonaise, ses parents étant polonais dans ce contexte-là. Et surtout, on en parle peu, mais la France a déjà accueilli une Coupe du Monde en 1938, et la génération 1938 est une génération extrêmement, elle aussi, marquée par la diversité, et sans le faire totalement pour ne pas dépasser mon temps, mais si vous regardez tout simplement la composition des joueurs sélectionnés, puisque Didier Deschamps va bientôt donner sa liste des joueurs sélectionnés, en 1938, eh bien, vous y voyez tous les tourments que la France connaît, que l'Europe connaît, concernant la question des migrants et des réfugiés. Avec, alors juste un petit moment de cette équipe de France qui perd contre l'Italie à Colombe, avec ce qui va vraiment vous marquer, c'est la présence d'un public extrêmement fort, extrêmement puissant. Ce match est très très important, il se passe en juin 38 à Paris, au stade de Colombe, où il y a des stades pleins à craquer à l'époque, avec dans la composition de l'équipe de France, notamment un Laurent Di Lorto, issu de l'immigration italienne, qui joue contre l'équipe d'Italie. On l'appelle méridional, hein, un peu comme Zidane, hein, quand on le présente en France. Alors tantôt c'est l'Algérien, tantôt c'est le Français, tantôt c'est le Marseillais. Quand il est venu jouer avec le Real à Paris, on a dit, il dit, vous jouez contre une équipe de France, ça vous peut pas? Il dit, moi je suis pas parisien, je suis Marseillais. Donc effectivement, hein, il y a cette dimension méridionale qui va jouer, effectivement, là. Et dans cette équipe, on pourrait faire un déroulé de tout ce qui peut représenter des formes d'immigration en France. Je ferai un, juste pour terminer, parce qu'il est tout à fait emblématique. Le meneur de jeu de l'équipe de France est un Autrichien, Kusti Jordan, J-O-R-D-A-N, et cet Autrichien est venu en France parce que réfugié d'Autriche après l'Anschluss hitlérien, eh bien l'équipe de France va l'accueillir en son sein parce que l'équipe d'Autriche était la Wunderteam dans les années 30, c'était une des meilleures équipes d'Europe. Et cette équipe est disloquée entre ceux qui vont jouer pour l'Allemagne et ceux qui vont, un gardien de but et le meneur de jeu, jouer pour la France. Et il y a des débats en 1938 dans l'action française autour de l'opportunité de donner les clés du jeu français à cet Autrichien qui pourrait trahir la France. Et donc on a des membres de l'Action française qui, comme Le Pen en 1996, considèrent que donner le numéro 10 à un Autrichien dont on ne sait pas d'où il vient, s'il est fiable sur un plan du rapport à la nation, est un élément de discussion, et on va contester le fait que, du côté de l'extrême droite, cet Autrichien puisse mener le jeu. Bon, on va supplanter ça, il jouera, mais la France sera éliminée par l'Italie en quart de finale. Donc, plein d'éléments, hein, pour conclure, qui montrent que nous sommes là dans un sujet qui est un sujet extrêmement riche, qui permet des angles de vue, je pense noter dans le rapport aux élèves, hein, moi je le fais souvent avec les élèves, pour justement apporter des éléments de compréhension des évolutions de la société. Voilà, merci beaucoup.